J'ai été de votre côté. C'est pas facile parce que plus on grandit, plus on vous demande ce que vous voulez faire et des fois moins on sait, c'est pas grave. J'ai pas su ce que je voulais faire comme tout le monde. Et en fait, je vais commencer au lycée puisque certains d'entre vous vont passer au lycée. Le lycée, moi, ça a été très compliqué. J'étais pas fort à l'école et je savais pas ce que je voulais faire. Et quand je suis sorti du lycée, il fallait travailler, donc j'ai travaillé, j'ai commencé, j'étais maçon, après j'ai été agent immobilier et après j'ai été courtier en prêt immobilier. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est qu'un courtier en prêt immobilier? S'il n'y a pas de main qui se lève, ça veut dire que personne ne sait. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est qu'une banque? Alors tiens, mais qu'est-ce que c'est une banque? Voilà. Là où on garde l'argent, que ça? On la comptabilise, on le garde, que ça toujours ou il n'y a pas autre chose? Vas-y. Exactement. Et donc en fait, quand j'étais agent immobilier, comme pour acheter une maison, il faut faire un emprunt, et que c'est difficile d'avoir un emprunt, je suis rentré en tant que courtier en prêt immobilier. Donc le courtier, c'est quoi? Vous avez d'un côté la banque, vous avez de l'autre côté le client, et des fois c'est compliqué pour le client de parler avec la banque parce que y a des profils particuliers, il y a des cas particuliers. Donc le courtier, il se met au milieu et il fait en sorte que le client et le banquier, ils arrivent à se parler. C'est un peu comme un traducteur avec des langues différentes. Donc j'ai fait ce métier pour comprendre comment on faisait pour avoir des crédits. Donc j'ai réussi à avoir des crédits et j'ai acheté un premier appartement en face des arènes de Nîmes. Tout le monde sait où sont les arènes à Nîmes, c'est bon? Voilà. Je ne savais pas quoi en faire. Pendant 6 mois, je l'ai gardé et je l'ai revendu plus cher que ce que je l'ai acheté. Et à partir de là, j'ai voulu faire de l'immobilier puisque j'ai fait des petsur boulots comme tous les étudiants. Et c'était la seule fois de ma vie où j'avais gagné, on va dire, une grosse somme d'argent. J'avais gagné 40 000 € voilà, sur l'opération en achetant et en revendant l'appartement. Donc 40 000 €, c'est ce qu'il me fallait à peu près 2 ans pour gagner ça en travaillant. Là, je l'ai gagné en 6 mois. Voilà. En un coup, en 6 mois. Donc du coup, je me suis dit, hop, je fais de l'immobilier et à partir de là, j'ai créé une première entreprise, puis une deuxième entreprise. J'ai fermé la première, j'en ai fait une deuxième, puis après j'en ai réouvert 2 autres. Et depuis, on a 3 activités. Donc on a une première activité où on achète et on loue des logements. Alors je vous dis des logements, mais il y a plein de choses qu'on peut louer. Je loue des logements, je loue des garages, je loue des commerces. Quand vous allez dans des commerces, en fait, les murs n'appartiennent pas toujours aux commerçants. Donc moi, je suis propriétaire de murs de commerce. Ça, c'est pour l'activité locative. Comme on a des lots qu'on gère, on a proposé la gestion à des clients qui n'étaient pas nous, en fait, puisqu'on gérait nos propres appartements. Donc, on gère les appartements de personnes qui achètent des appartements, par exemple, pour leur retraite. Donc, ils achètent des appartements pour avoir des revenus à leur retraite. Et nous, on gère leurs locataires et leurs appartements. Et ensuite, en plus de tout ça, j'ai une activité, on va dire, plus de communication où j'aide les gens qui veulent apprendre à investir, pas à investir. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne sait pas comment on fait, mais moi, je lui explique comment on parle à la banque, comment on rénove un appartement, comment on fait pour acheter un appartement moins cher que ce qu'il est affiché. Et donc, on les accompagne dans le processus d'acquisition des biens immobiliers pour comprendre comment ça marche. Et donc, voilà à peu près, donc quand je dis que je gère des sociétés, je gère ces 3 activités. Après, ce que vous devez comprendre, c'est que les 3 activités, elles sont parallèles, un petit peu comme des skis en fait. Je n'ai pas des activités qui sont contradictoires, c'est-à-dire que quand je fais un travail pour une société, généralement, ce même travail me sert pour une autre entreprise. Donc du coup, c'est un petit peu comme si vous faisiez une dissertation en anglais, mais avant de l'écrire en anglais, vous l'écrivez en français. Et du coup, dans votre cours de français, vous donnez votre dissertation en français et vous donnez la même en anglais. Du coup, vous l'avez écrit une fois, mais vous l'avez proposé à 2 profs différents. Et moi, mon travail, c'est un peu ça en fait. C'est un peu des fois de faire un travail pour une société, mais je me sers de ce travail pour aller utiliser ce que j'ai fait à l'autre entreprise et gérer les sociétés en parallèle sans que mes activités soient perdues en termes de temps, quoi. Parce que dans nos journées, on a tous 24 heures. Donc du coup, moi, je ne peux pas me dédoubler. Voilà. Très bien. Alors, vous avez répondu à notre première question. Alors sur la formation, M. Bogovic, vous disiez que vous n'aviez pas de bons résultats à l'école. Est-ce qu'il y a une formation particulière? Est-ce que vous n'avez pas de formation particulière? Est-ce que normalement pour faire ce métier, il faut une formation particulière? Qu'est-ce qu'il en est? Il faut une carte professionnelle, donc il vous faut passer un diplôme. Vous avez la possibilité de le passer soit en BTS, c'est Bac+2, donc vous avez votre bac et c'est 2 ans d'études après le bac. Là, c'est passé à 3 ans, donc c'est Bac+3 maintenant. Vous obtenez ce BTS, ça vous donne une carte professionnelle et à partir de là, vous pouvez faire le métier que je fais. Moi, j'ai eu aucun de mes diplômes dans l'école en fait. J'ai tout eu en candidat libre. Je ne sais pas si c'est très bien que je dise ça ici, mais moi je dis les choses telles qu'elles sont.
En fait, voilà, ben en fait, si vous voulez, je n'allais pas à l'école la journée. En fait, je travaille. En sixième. Non, en seconde. Voilà, la sixième, je suis allé jusqu'à la troisième. Je suis rentré en seconde et j'ai jamais passé la seconde dans le cadre de l'école classique. C'est-à-dire que j'ai fait une première seconde. En fait, j'avais par exemple 18 en maths et 2 en français. Et puis l'année d'après, j'avais 2 en maths et 18 en français. Donc ils m'ont dit qu'il fallait que j'en fasse une troisième et j'ai dit à ma mère, écoute, ça ira, 3 secondes, ça ne m'intéresse pas. Et du coup, ma mère m'a dit, ok, mais tu passes le bac. Donc en fait, on s'inscrit. En fait, le bac, vous pouvez le passer sans aller à l'école. En fait, je ne savais pas moi non plus. Donc on m'a inscrit au bac et j'ai passé le bac et puis je l'ai eu. De toute façon, eux étant dans l'enseignement indépendant, ils seront tous en candidat libre. Je sais. Ce n'est pas l'éducation nationale. Vous passerez tous votre brevet en candidat libre. Voilà. Et ça ne vous empêchera pas de l'avoir. Parce que moi, je l'ai eu, j'avais pas fait les. Alors, mes copains, eux, étaient un peu jaloux parce qu'eux, ils avaient suivi les écoles normales. Et moi, alors bon, vous dire comment je l'ai eu, je ne sais pas trop. Il faut croire que bon, voilà, j'étais peut-être pas. Mais bon, en tout cas, je l'ai eu. Et à partir de là, moi, j'ai travaillé parce que les études. Voilà, j'avais du mal à rester assis sur une chaise, j'avais du mal c'était pas mon truc, quoi. Voilà. Mais après, il faut pas, comment dire, je trouve ça bien parce que quand on tombe sur un bon prof, quand on a des gens qui s'intéressent à nous, en fait, finalement, on a de la chance et on s'en rend pas compte. Donc moi, dans mon cursus, en plus, c'est vrai, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais j'avais des bonnes notes avec les profs avec qui ça se passait bien. Mais comme avec 80% des profs, ça se passait mal, ben, j'avais des mauvaises notes, quoi, voilà. Donc, Est-ce que M. Popovitch n'était pas au collège Balzac? Exactement. Où chacun des professeurs s'occupe de vous, ce qui fait que normalement vous avez tous d'excellentes notes. Mais c'est pas faux parce que moi j'ai été dans un lycée pilote et c'était nous qui faisions nos emplois du temps et autant vous dire que mon emploi du temps était très vide. Donc c'est vrai que quand vous avez personne qui s'occupe de vous, moi en tout cas j'étais le premier à prendre la tangente, quoi, voilà. Très bien. Est-ce que vous pourriez nous dire dans quel environnement votre métier peut se réaliser au quotidien? Où est-ce que vous êtes pour travailler? Alors moi je travaille dans un appartement que j'ai aménagé en bureau, mais en vrai, alors comment vous expliquer? J'ai plusieurs sociétés, on a chacun un rôle. Alors moi ça va vous parler, qui connaît YouTube ici? Bon voilà, j'adorerais aller. Donc moi je travaille avec ça, je fais des vidéos sur YouTube et j'apprends aux gens à investir. Donc si vous tapez mon nom sur YouTube, vous allez me trouver en fait. Et vous verrez mes vidéos. Donc moi, en fait, je fais la partie visible de l'iceberg, c'est-à-dire que les gens nous contactent au travers de ce que moi je fais sur les réseaux et la communication. Après, mon associé, par exemple, lui, va gérer la société. Et je travaille avec ma mère, et ma mère, elle va s'occuper de tout ce qui est compte bancaire, organisation, et tout ce qui va faire que la société va avoir, on va dire, une discussion avec le comptable, parce qu'en France, on a des comptables. Ils nous demandent beaucoup de choses et donc elle s'occupe plutôt de cette partie-là. Donc après, on a chacun une facette du travail qu'on doit faire et on fait en fonction de son travail donc ce qu'on a à faire. Donc moi, mon activité, elle pourrait être faite dans votre chambre en fait. À domicile. Voilà. Est-ce que votre métier nécessite des déplacements? Je ne sais pas s'il Oui. y a des locaux. Moi, je me déplace beaucoup. On a des locaux, on a des murs pour recevoir les clients. On a ouvert une agence à Béziers. Donc là, on a des murs à Béziers. Donc je me déplace à Béziers maintenant régulièrement. Dans l'agence, les clients peuvent rentrer. L'ambition qu'on a, c'est d'en avoir plusieurs. Donc pour l'instant, on a celle de Béziers. Après, on en ouvrira d'autres. Pour la partie Internet, je me déplace aussi. Je fais des séminaires. Je vais être invité à des interviews. Donc je vais souvent à Paris. Enfin, souvent. Une fois par trimestre au moins, et après à l'étranger aussi en fonction de ce que je vais avoir à faire par rapport au contenu que j'ai à produire, quoi, voilà. Donc je me déplace. Après c'est aussi lié à ce que moi je veux quand même, hein. C'est pas comment vous dire. Quand je vous dis que je me déplace, c'est pas quelqu'un qui me dit tu vas là-bas. On me propose et il faut que j'ai envie d'y aller quand même, parce que des fois je dis non, quoi. Ça m'intéresse pas, quoi. Très bien. Qu'est-ce que vous préférez dans votre profession? Autrement dit, quels en sont les avantages? Les avantages, je me sens libre. Et je vous invite d'ailleurs à beaucoup réfléchir à ça. Sentez-vous libre. Donc l'avantage de mon métier, c'est que j'ai une forme de liberté et que dans ce qui me concerne, si je ne l'avais pas eu, ça n'aurait pas été pareil. Donc c'est vrai qu'après, la liberté, elle est relative. Vous l'apprendrez voilà, avec la vie, mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cette chance. Voilà. Donc, essayez de considérer la liberté dont très peu de gens vous parlent dans votre vie parce que avoir un travail, moi j'ai travaillé donc pour des employeurs, j'ai été un petit peu salarié aussi, très peu, mais je l'ai un peu été. Et c'est vrai qu'on ne se rend pas compte de la chance qu'on a quand, vous voyez, regardez, aujourd'hui je suis avec vous et le fait d'être avec vous, ça ne change rien à ma vie en fait. Donc, c'est vraiment une chance et ça, c'est quelque chose que vous devez
C'est à vous, finalement, à mettre ça en place dans votre vie, parce que ce n'est pas lié à mon travail, ce que je suis en train de dire. Le travail que je fais, par exemple, faire des vidéos, je n'aurais jamais pu le faire si je n'avais pas mis en place tout ce que j'ai mis en place avant dans ma vie. Et je n'aurais pas pu choisir, et c'est à vous à choisir tout ça. Et ce n'est pas lié à vos études, c'est lié à vos choix de vie. En fait, vous pouvez dans votre vie faire un métier qui au départ ne vous plaît pas, mais rajouter dans ce métier tout ce qui vous plaît, parce que c'est un peu ce que j'ai fait moi. J'en profite pour en parler. Moi, pourquoi je fais des vidéos sur YouTube? Parce que j'écris des livres, ça c'est mon prochain livre. J'étais pas bon à l'école, mes professeurs vous auraient dit que j'étais pas capable d'écrire des livres, j'écris des livres et je vends des livres. Ça n'a rien à voir avec mon boulot, mais c'est des livres sur l'immobilier et il y a des gens qui les achètent. Donc c'est pas parce que vous faites une chose que vous pouvez pas rajouter ce que vous aimez dans la chose que vous faites. On en parlera après des livres, parmi les choses que je fais. Mais c'est pour vous dire voilà, qu'elle a raison, vous pouvez partir dans une direction et au lieu de vouloir changer, rajouter ce que vous aimez à l'intérieur. Voilà. Donc ça, ce sont les avantages. Vous avez répondu, c'est peut-être un peu surprenant, vous en souvenez peut-être les enfants, comme le vigneron que nous avons reçu, qui a dit qu'il ne voulait pas lui être salarié, que l'important pour lui c'était d'être libre. Oui, c'est ça. Donc c'est drôle. Et d'ailleurs, c'est important, c'est plus important que l'argent pour moi. Je préfère être libre et pas avoir d'argent qu'être salarié et avoir de l'argent, quoi. C'est comme le chien et le loup de Jean Lafont. Exactement. Alors à l'inverse, il y a quand même des aspects difficiles dans votre profession, monsieur. Est-ce que vous pourriez nous dire les aspects les plus négatifs, les plus difficiles? Le plus difficile, c'est quand ça ne marche pas. Et il y a des moments où ça ne marche pas. Il y a des moments où ça va, il y a des moments où ça ne va pas. Et le plus dur, c'est quand ça ne marche pas. Et le plus dur, quand ça ne marche pas, c'est de rester. Donc c'est de comment on fait quand ça ne fonctionne pas, pour que malgré qu'on n'ait pas d'argent et que ça ne fonctionne pas, on puisse rester là. Et ça refait écho à ce que je vous disais tout à l'heure. C'est vos choix que vous aurez fait avant, en fait. Donc par exemple, si vous avez trop de charges dans votre vie, vous allez devoir faire des choix différents que si vous pouvez assumer et réduire votre train de vie. Donc après, les grosses difficultés pour moi, c'est donc quand ça ne marche pas, parce que des fois ça ne marche pas, la compta, parce que ça me gonfle, mais je dois la faire. Et donc comme je vous ai expliqué que je travaillais un petit peu avec YouTube, etc. YouTube, vous savez dans quel pays c'est basé, le siège social de YouTube? Comment? Je l'ai entendu, ouais. Oui, c'est ça, c'est aux États-Unis. Donc moi, j'ai des revenus qui proviennent des États-Unis et du coup, j'ai beaucoup de problèmes avec la France et ça me gonfle profondément. Parce qu'en fait, je n'ai pas de problème en soi, mais j'ai un problème entre le fait qu'il y ait des revenus qui viennent de l'étranger et le fait que j'habite en France. Et parce que la France et l'Europe sont très mal adaptés. Donc voilà, ça c'est un petit peu plus technique, mais j'ai des problématiques liées au fait que j'ai des activités qui sont considérées comme n'étant pas en France et que moi j'habite en France. Donc quelque part, si j'habitais aux États-Unis, ça serait plus facile. Voilà. Mais j'habite pas aux États-Unis. C'est de la comptabilité. C'est de la comptabilité, voilà. Mais ça reste de la comptabilité et c'est pas très grave en soi. C'est juste un peu embêtant, quoi. Il y a beaucoup de comptabilité dans ce. Oui, énormément. Pour le premier trimestre, par exemple, pour l'activité américaine, c'est 900 factures. Donc 900 factures, c'est beaucoup, quoi. Et c'est 900 questions, quoi. Et donc 900 questions, quand le comptable vient, je suis très vite énervé. Parce qu'en fait, si vous voulez, on envoie des livres partout. Et quand on me dit, voilà, ce bouquin, il est allé à Hong Kong, qui est le client? J'en sais rien, en fait. En plus, ils vous mettent des pseudos avec des adresses email. Alors, on vous dit, je ne sais pas moi, Mickey380@yahoo.fr, c'est qui le client? Mickey360, voilà, donc personne n'est content, mais on vous demande, on vous pose la question. Voilà. Et c'est tous les ans pareil. Je précise parce que c'est pour ça que ça me gonfle. Parce que, voilà, par exemple, une autre chose à laquelle vous n'avez peut-être pas pensé, si je vends aux États-Unis, pourquoi, à votre avis, il y a une différence entre le paiement et la facture? Question que tous les ans, mon comptable me pose. Il est comptable, hein, je précise. Si vous trouvez, bravo. À votre avis, on est en quoi ici? On est en? La devise. Oui, c'est ça. On est en Europe. On paye comment? Avec quoi? Aux États-Unis, ils payent comment? Voilà. Donc en fait, le paiement est en dollars et la devise. Et qu'est-ce que fait le comptable à votre avis? Il comment? Il convertit, oui, mais le jour où on se voit, tu es d'accord avec moi? Sauf que le dollar, entre le jour où on se voit et le jour où il a payé, il a changé. Donc, chaque fois, c'est la même erreur. Oui, mais regardez, ça ne correspond pas. Ah oui, mais regardez, vous avez fait la conversion aujourd'hui. Sauf que la conversion, il faut la faire à date. Et c'est tous les ans. Donc au bout d'un moment, c'est gentil à faire, mais ça me… Voilà. Est-ce qu'il y a des avantages en nature? Oui. Dans votre profession? Oui. Vous gagnez des appartements? Oui, tout à fait. Ce
d'accord. Oui, oui, bien sûr. Sur des opérations, au lieu de vendre le dernier appartement, on peut le garder. Ça revient à dire que je ne l'ai pas payé, quoi. C'est mon bénéfice, mais je ne l'ai pas encaissé. Mais je l'ai toujours. Est-ce que on peut peut-être expliquer aux enfants aussi sur la déduction des frais si vous faites Non, si vous avez une entreprise? ça serait compliqué. Je vais vous expliquer avec les appartements, ça sera plus facile. On avait un immeuble comme ça. Et il y a 8 appartements. Vous êtes d'accord? On va dire que pour que l'opération soit 0 €, il me suffit de vendre toute cette partie. Ce qui veut dire que mon bénéfice, il est ici, mais tant que je ne l'ai pas vendu, ben, je n'ai pas de bénéfice. Donc ça veut dire qu'il y a un double avantage. Le premier, à votre avis, c'est lequel si je fais 0? Comment? Ne rien payer quoi? Non. Non. Une entreprise, la première chose qu'elle fait, d'ailleurs, qu'elle fait le plus souvent, c'est quoi? Elle paye quoi à l'État? Ah ben là, on voit que ce sont vos parents qui gèrent vos revenus. Vous allez voir que la première chose qu'on paye, mais tous d'ailleurs, hein, c'est des impôts. Mais si vous faites 0, ben, des impôts, vous n'en avez pas. Alors, parce que je ne les vends pas. Vous avez compris, Romain? Donc oui, j'ai des avantages en nature. Après, voilà, ne croyez pas que c'est facile. Hein. Je l'explique, ça a l'air facile sur le tableau. Il faut acheter, il faut vendre. Je peux faire un peu de maths, je vous explique mon métier, vous allez voir, c'est très facile. En fait, l'immobilier, c'est des maths, regardez. Je vais vous expliquer. Vous savez comment ça marche l'immobilier ou pas? Donc, quand on va dans un logement, par exemple, moi je veux habiter dans un logement, je vais devoir payer un loyer. Ou alors, par rapport à tout ce que j'ai demandé tout à l'heure à la banque, je dois payer un crédit. Tu te rappelles ça? Tu l'as dit tout à l'heure. Enfin, tu ne l'as pas dit justement. Un emprunt. OK? Donc regardez, écoutez, c'est très facile. L'emprunt, c'est ce dont vous avez besoin pour acheter à la banque un logement parce que vous n'avez pas l'argent. Souvent, les logements, ça coûte 100 000 €. Normalement, ce n'est pas tout le monde qui a 100 000 €. Le loyer, c'est ce que vous pouvez louer votre appartement. Combien il y a de mois dans une année? Ça va égaler un résultat. Ce résultat, vous le multipliez par 100 et ça vous donne une rentabilité. On va la faire ensemble et vous allez voir, c'est très facile. Donc regardez, le loyer, il est de 500 € fois 12. De tête, vous devez le savoir. 6 000. On est d'accord? Parfait. 6 000 €. Si je paye l'appartement 60 000 € avec 6 000 € de loyer, j'ai 10% de rentabilité. La banque me fait un emprunt en général à 3%. Il me reste 7% dans ma poche. Et c'est comme ça que je gagne de l'argent. À votre avis, parce que là, par exemple, pour vous donner des chiffres, sur un logement à 60 000 €, allez, en admettant que vous l'achetez bien, vous allez dégager 170 € de marge. Ce n'est pas beaucoup, vous êtes d'accord avec moi? Vous ne pouvez pas vivre avec 170 € par mois. Vous êtes tous d'accord? Vous avez cette notion. Alors, à votre avis, comment ça se fait que c'est intéressant? Vas-y, tu vas lever la main en premier. Oui, c'est possible, mais c'est pas pour ça. Vas-y, en deuxième, dis-moi. Oui? Parce que plus il y en a, plus Non. Parce qu'on le rentabilise, et quand il est rentabilisé, ben après, c'est zéro. Ah, tout à fait. À votre avis, c'est quoi la particularité de ce truc-là? Cet argent que je le gagne comment? Qu'est-ce que je fais pour le gagner? Non, je ne le revends pas, je l'encaisse en loyer. Oui, et donc je fais quoi moi pour l'encaisser cet argent? Non, mais qu'est-ce que je fais? Quel travail je fournis une fois que j'ai acheté? Je fais quoi pour encaisser cet argent? Oui, qui c'est qui l'a dit? T'as dit quoi? Je fais rien. Et oui, regardez pourquoi c'est intéressant, c'est parce que le temps de travail lié à cet argent, il est de 0. Je travaille pas moi. Ah, ça vous fait rire, hein? Et ben voilà. Et oui. Et donc je peux en avoir 30, je travaille pas. Donc tout à l'heure je vous disais pourquoi au début de ma vie, moi j'ai pas choisi d'avoir une femme et des enfants parce que j'ai choisi d'acheter des appartements. J'ai acheté des appartements. Et maintenant avec l'argent de mes appartements, je fais ce qui me plaît. J'écris des livres, je fais des vidéos. Et c'est pour ça que je vous disais réfléchissez. Et ça, c'est juste un calcul de mathématiques. C'est tout. Très bien.
Donc avantage en nature parce que... Ah oui. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres avantages? On peut peut-être expliquer aux enfants la possibilité, quand on a une entreprise, de payer avec son entreprise des déplacements, ce genre de choses-là. C'est compliqué. Donc. Alors moi dans mon cas, mais je vais quand même vous répondre. Alors ce que dit la directrice est vrai, effectivement, quand on a une société, on est censé avoir des avantages. Moi le problème c'est que mes activités sont très contrôlées par contre. Là ça vous a fait rire, on ne fait rien, mais si vous voulez, on manie de l'argent de tierces personnes, donc tous les ans on a un contrôle. Donc c'est vrai que il y a beaucoup de choses en fait où comment vous dire, j'ai peu de liberté dans le sens comptable du terme, parce que finalement en fait comme c'est des activités qui génèrent de l'argent, on est contrôlé. Donc du coup on est obligé, bon après je ne vais pas me plaindre, hein, ça reste quand même réel, hein, je ne travaille pas pour les revenus des locations, je ne travaille pas beaucoup pour les avoir. Donc j'ai une compensation, mais j'ai moins de liberté avec mon entreprise pour me payer ce que la plupart des autres entrepreneurs peuvent se payer. Mais après je ne me plains pas parce que je n'ai pas non plus le problème des entrepreneurs, c'est des contrats. Les baux. Donc moi, quand je signe un contrat avec quelqu'un, ça me garantit normalement 3 ans de loyer. Donc si vous voulez, là où les entrepreneurs doivent aller vendre pour encaisser de l'argent, moi je signe un contrat qui me garantit pendant 3 ans des revenus et parfois même plus longtemps. J'ai une locataire qui est chez moi depuis 20 ans. Donc vous imaginez 20 ans de loyer, ce que ça représente? J'aurais honte d'écrire le chiffre. Ouais. Oui, elle aurait pu l'acheter 100 fois. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Hein. Je ne vends pas alors en même temps. Très bien. Est-ce qu'il est possible, je suppose que c'est compliqué, est-ce qu'il est possible de donner une fourchette de salaire, de revenus? Les revenus locatifs, on continue à acheter. Donc on est en termes de ce qu'on dégage, on est au-delà des 150 000 euros par an. Je ne peux pas vous dire un chiffre précis. Quand vous dites 170 euros par mois, c'est représentatif? Non, pas du tout. Ça peut être... Non, j'ai des loyers à 6 000 euros. Hein. Oui, donc il n'y a pas de limite. Hein. Vous connaissez tous Carré Sud ici, vous êtes déjà allés? Ça appartient à un bailleur que je connais. Vous avez des cellules qui se louent à 35 000 euros par mois. Hein. Et il a toutes les cellules. Hein. C'est le même bailleur qui a tout. Donc je vous laisse imaginer, il n'y a pas de limite en fait. Hein. Vous pouvez encaisser, il n'y a pas de limite. La limite que vous avez, c'est la banque. C'est pour ça que j'ai travaillé en banque au début. Parce que votre limite, c'est votre capacité bancaire. Donc en fait, il n'y a pas de limite de revenus, il y a une limite de moyens. Et les moyens sont différents en fonction des gens. Donc voilà. Très bien. À votre avis, M. Bobovic, quelles sont les qualités essentielles qu'il faut aux professionnels de votre branche pour être dans votre secteur? Moi, je dirais qu'il y en a 2. La première, c'est être très bon gestionnaire. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous avez 20 000 euros sur vos comptes qui sont à vous, en fait. Et ce n'est pas parce que cet argent est là que vous pouvez aussi l'utiliser. Et l'erreur que font beaucoup de personnes dans mes activités, c'est de prendre cet argent et de le dépenser en fait. Et donc c'est parce qu'en fait, moi je gère mes logements à moi, mais je gère les logements d'autres personnes. Donc en flux, ça représente, là aujourd'hui pour vous donner des notions, on gère 30 immeubles et 200 logements. Donc on parle en flux financier sur les comptes, on parle de millions en fait. Mais ce n'est pas votre argent. Hein. Il y a des dépôts de garantie. Qui sait ce que c'est qu'un dépôt de garantie? Ah, là je vous ai posé une colle. Donc quand vous prenez un appartement, vous avez l'obligation de donner à quelqu'un comme moi une somme qui correspond généralement à 1 mois de loyer, mais selon ce qui est alloué, ça peut être plus, qui est la garantie pour que le jour où vous partiez, si vous me rendez les locaux dans un état catastrophique, ben moi je puisse prendre cet argent et, entre guillemets, parce qu'on ne s'y retrouve jamais quand ça arrive, mais entre guillemets, compenser la dégradation que vous m'avez fait subir. Sauf que ces dépôts de garantie, accumulés fois 200 logements, ça représente un montant qui est conséquent, qui est sur un compte. Mais ce n'est pas mon argent, mais il est là. Donc l'État, il n'y a pas longtemps, il voulait faire une loi pour récupérer cet argent parce qu'il considère que… Parce que c'est vrai, il faut quand même que je vous dise la vérité, il y a des gens dans mon métier qui prennent cet argent et qui s'en servent. Parce que moi, j'ai accès à cet argent. Il est là. C'est-à-dire, il est là, si j'ai envie de le mettre là, je le mets là. Si j'ai envie de le mettre là, c'est de l'argent que je peux manipuler. Donc moi, je ne le touche pas, mais il y a des confrères qui le manipulent. Je ne les juge pas, ils font ce qu'ils veulent. Mais c'est compliqué parce que ce n'est pas notre argent en fait. Donc il faut être capable de se dire… Il y a de l'argent, mais il n'est pas tout à moi et je ne dois pas tout l'utiliser. Et c'est un métier où on peut gagner beaucoup d'argent, mais ça va dans les deux sens. Quand il y a beaucoup d'argent à gagner, il y a beaucoup d'argent à perdre. Et quand je vous dis que des fois ça ne marche pas, quand ça ne marche pas, les mauvais moments financiers sont vraiment très mauvais, quoi. Vous êtes vraiment dans le… Voilà, c'est très… Ouais, c'est dur, quoi. Voilà. Mais après, c'est un super métier parce que vous rencontrez plein de gens différents. Vous voyez, là, tout à l'heure, j'étais au téléphone avec un tatoueur. Moi, j'aime pas les tatouages, j'en ai aucun. C'est un truc que je déteste. Ben voilà, je parlais quand même avec lui, quoi. Il est très sympa pour autant, quoi. Bon, il est tatoué de partout, mais je ne serai pas son client. Mais c'est… Non, mais je sais, mais bon, chacun fait ce qu'il veut. Mais voilà, c'est rigolo parce que vous parlez avec des gens avec qui… Enfin, moi, je parle avec des gens avec qui je ne parlerai jamais dans ma vie, quoi. Voilà.
En locataire, vous parlez de journalisme, la Provence, c'est mes locataires, le journal de la Provence. C'est rigolo quand même. Donc voilà, moi qui rêvais de connaître Bernard Tapie, le jour où j'achète les murs, il est décédé. Il aurait pu être mon locataire. Dommage. Autre qualité, vous nous disiez donc être bon gestionnaire. Être bon gestionnaire et avoir du sang-froid. Parce que voilà, à des moments, c'est dur et il ne faut pas céder à la panique, quoi. Mais des fois, difficile, quoi. Des fois, on a l'urgence. Oui. Est-ce que quand on est dans le rouge, il vaut mieux vendre l'entreprise ou garder quand même? Alors, généralement, on dit que quand tu vends, c'est que tu perds. Donc, normalement, il faut tout faire pour ne pas vendre. Mais bon, des fois, effectivement, tu as raison, il faut vendre. Des fois, il faut savoir se dire, je me coupe un doigt plutôt que me couper la main, quoi. Mais c'est très difficile. Très bien. Est-ce que vous avez pu, Monsieur Bogovic, je crois que oui, nous apporter un petit objet? Alors, je vous ai apporté 2 choses. Ça, c'est le prochain. Bon, c'était juste pour vous le montrer, et parce que j'ai pas eu à l'envoyer. C'est le prochain livre que je vais sortir. Et c'est Survivre à une crise financière. C'est en fait pendant le Covid, quand on était confiné, je travaillais, mais j'avais quand même plus de temps libre. Du coup, j'ai écrit un livre. Je m'ennuyais, donc j'ai écrit ce bouquin-là. Voilà. Qui sort, à mon avis, dans un mois. Là, il est fini. Là, ça, c'est le dernier prototype, il est fini. Et puis, je vous ai amené, ceux qui veulent, j'en ai écrit un autre de livre. Ceux qui veulent, vous pouvez le prendre. Normalement, s'il y a 20 élèves, j'en ai pris 20 et 3 pour comme vous m'avez dit, pour la... Voilà. C'est du volontariat, je ne vous oblige pas. Hein. Faites ce que vous voulez, bien sûr. Il est là, il est gros et il faut avoir envie de le lire. Voilà, c'est un gros livre. Voilà. Vous ferez comme vous voulez, vous êtes libre. Si vous ne le voulez pas, ne le prenez pas. Si vous le voulez, vous le prenez. Il y en a un pour chacun. Vous parliez d'huissier tout à l'heure. Oui. Est-ce que ça vous arrive souvent d'avoir des impayés de la part de... Sur 100 apparts, on en a 5. 5 sur 100. 5%. Voilà, 5%. Après, le plus bas qu'on ait eu, c'est 3 et le plus haut qu'on ait eu, c'est 9. Et donc, qu'est-ce que vous faites quand il y a des impayés? Eh ben, huissier, donc c'est une procédure judiciaire. En France, ça dure 3 à 4 ans. C'est très long. En plus, il y a la trêve hivernale. Donc la trêve hivernale, c'est une période pendant laquelle on n'a pas le droit d'expulser les gens. Ils ont changé la loi là récemment, hein, donc ça va évoluer. Donc en gros, tu commences par… Donc il y a un délai légal de 2 mois pendant lequel tu es obligé d'attendre un impayé révolu pendant les 2 mois. Passé ces 2 mois, tu peux commencer à envoyer les recommandés. Il faut avoir envoyé au moins 3 recommandés, avoir fait au moins 2 propositions d'appurement de dette. L'appurement de dette, c'est en gros, je te propose de payer tel montant par mois, une première fois, puis une deuxième fois. Et après tout ça, tu saisis l'huissier. L'huissier, tu saisis l'avocat conjointement avec l'huissier. On entame la procédure, on va au tribunal. Et là, après, ça dépend beaucoup du juge en fait, parce que les juges sont plutôt en faveur des locataires en France. Et donc là, ils ont fait une loi qui devrait être actée dans les mois qui arrivent, où ils vont rajouter une clause où quand même ils voudraient réduire ce délai, parce que le problème, c'est que si vous voulez, ce qui se passe, qui est un peu anormal dans cette situation, c'est que vous avez des gens… Moi, j'ai commencé, je n'avais pas d'argent quand même, il faut le préciser, et donc j'ai fait des crédits. Quand tu as un locataire qui ne te paye pas et que tu as un crédit, c'est un peu compliqué. Donc si tu veux, ils s'en rendent un petit peu compte et il semblerait qu'il y ait une loi qui va aller en cette direction, mais ce n'est pas fait voilà, pour l'instant. C'est quand même assez long. Voilà. En tout cas, c'est long et coûteux pour le propriétaire. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, alors, coûteux si on ne sait pas faire. Nous, on sait faire. Ça ne coûte pas si cher que ça. C'est plutôt long, plus que coûteux. Voilà. Allez, je ne sais pas comment… Vas-y, et puis on fait dans l'ordre, ça vous va. Parlez fort, les filles. Ouais. Est-ce que parfois vous avez beaucoup d'abandon? Quelle est la question? Je n'ai pas entendu. Est-ce que parfois j'ai envie d'abandonner? Alors d'abord en immobilier, le secret de la réussite, c'est de rester. Hein. Si je m'en sors, c'est parce que ça fait 20 ans que je suis là, donc c'est pas magique. Et oui, pour te répondre, il y a eu 2-3 fois où j'ai eu envie d'abandonner, notamment pour faire un peu écho à ce que je disais tout à l'heure. Quand mes copains, on arrivait à la trentaine, ils avaient tous leurs femmes, leurs enfants et leur vie. Bon, ben moi, j'avais rien et du coup, je me disais, bon, c'était un peu difficile, tu vois. C'était plus facile d'aller faire comme eux, mais bon, après, je me suis accroché, j'ai pas regretté, quoi. Mais bon, voilà, oui, j'ai eu envie d'abandonner et il ne faut pas abandonner. Mais après, il faut y croire, c'est pas facile toujours. Voilà. J'espère que j'ai répondu. Vas-y. Est-ce qu'il y a des locataires qui vous laissent des abonnements? Oui, ça m'est arrivé, oui. Il
y a des locataires. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Soit de la jalousie, quand par exemple, tu vas acheter le bien et qu'eux voulaient l'acheter. C'est très souvent ça, d'ailleurs. C'est souvent cette situation-là qui crée de l'animosité entre nous parce que la personne, je ne sais pas pourquoi, n'a pas fait la démarche d'acheter, si tu veux. Et puis moi, je suis arrivé, j'ai acheté et il est un peu en colère. Et donc, il va y avoir une dégradation qui est plus liée à de la colère et de la jalousie qu'autre chose. Et après, dans l'autre sens, généralement, quand tu tombes sur un mauvais locataire, c'est tout de suite. C'est-à-dire que tu vas louer ton appartement et le premier, le deuxième ou le troisième mois, dans les 3 premiers mois, le locataire ne va pas te payer et ou il va te dégrader l'appartement et parfois les deux. Voilà. Et c'est tout de suite parce qu'en général, ça arrive. Ouais. Et ça, ça, par contre, c'est plus embêtant. Ah oui, parce que souvent les dégradations, on les récupère jamais en fait. Et les dégradations, tu vois, moi j'ai un bâtiment que j'ai acheté où la locataire m'a saccagé un appartement, elle a saccagé avec une batte de baseball, elle a tout cassé. Mais vraiment tout cassé quoi. Et moi j'avais pas prévu de tout réparer quoi. Donc c'était vraiment, c'était pas sympa quoi. Mais bon. Et là il n'y a que le dépôt de garantie. Ouais, mais ça couvre pas. Ça couvre pas, c'est impossible. Un dépôt de garantie d'un appartement à 500 €, c'est 500 €. Une salle de bain que tu dois refaire à neuf, c'est 5 000 €. Il manque un zéro quoi. Voilà. Donc là, c'est difficile, tu vois. Tu as envie d'abandonner. Là, tu te dis, bon. Voilà. Alors attends, je prends celle-là, puis je reviens à toi, d'accord? Vas-y. Dans le genre de cas, est-ce que vous avez le droit de donner une poursuite judiciaire envers la personne qui aurait frappé Alors dans la logique, j'ai envie de te dire oui, mais dans la réalité, si tu veux, en France, la loi n'est pas du côté des propriétaires. Le raisonnement français, c'est de dire que le propriétaire capitalise. En capitaliser, ça veut dire qu'en fait, on a la valeur de l'appartement. Si tu veux, en gros, la réflexion de l'État, c'est de dire que… Non, regarde, je vais t'expliquer, c'est facile. Hein. On va dire que l'appartement, il vaut 100 000 €, d'accord? OK. Et toi, le loyer que tu perçois sur un an, c'est 6 000 €. Donc, pour l'État, et là, je parle de l'État, hein, pour l'État, la valeur financière, elle est clairement de ce côté. C'est-à-dire que même si tu perds 5 000 €, ben toi, il te reste 100 000 € sur lesquels tu peux, entre guillemets, soi-disant, te rattraper. Après, forcément, moi, je ne suis pas la meilleure personne avec qui il faut parler de ça parce que je suis un peu de l'autre côté. Et en vrai, l'État, si tu veux, il a raison dans la mesure où des gens comme moi, on va avoir un patrimoine un peu plus gros que la normale. Et du coup, ça devient une équation et c'est gérable. Mais pour des petites retraites, tu vois, le sujet des retraites qui a été un sujet récent, aujourd'hui, en fait, la vérité, c'est que sur le marché immobilier, la plupart des gens, ils vont louer 2 ou 3 appartements. Si tu as 3 appartements et que tu as un impayé de 6 000 €, c'est difficile. Ce n'est pas gérable en fait. Donc je ne suis pas trop d'accord avec ce raisonnement. Maintenant, bon, c'est quand même vrai. Je peux pas, les maths sont en la faveur de l'État. Mais… Même rapport que les patrons, gros patrons qui ont 150 salariés ou petits patrons qui ont 7, C'est ça, 5, c'est 6 ça. salariés, c'est pas du tout… Donc C'est oui, ça. Clément, on peut faire des procédures, Mais tu n'auras rien au bout. Parce qu'en fait, le juge, l'État, la personne qui va poser l'addition, elle va dire « Monsieur, vous avez 100 000 €, vous n'allez pas pleurer quand même. » Donc voilà, tu ne pleureras pas. Et puis les procédures coûtent cher aussi. Hein. Oui, une procédure, ça coûte… une procédure, quand tu t'y connais pas, c'est 2 000 € le procès, 2 000 € l'appel et 10 000 € la cassation. Et généralement, en fait, quand tu vas au tribunal, c'est une histoire d'argent. Si tu vas au tribunal, c'est que tu as les fonds. Quoi. Voilà. Le temps. Oui, et aussi. Et le moral. Oui, il faut tout avoir. Quoi, voilà. Donc, bon. Alors après, pour répondre aussi, notre métier, c'est un métier de garantie. On est quand même CLAFI d'assurance. Moi, par exemple, là, je vais au tribunal sur un projet où les notaires, vous savez ce que c'est qu'un notaire? Je travaille avec les notaires beaucoup. C'est lui qui fait qu'on signe un papier qui dit que je suis propriétaire. Et là, j'ai subi une erreur de notaire. Donc, comme les notaires ont des assurances, je vais au tribunal. Puisque dans le pire des cas, je me retournerai contre l'assurance du notaire. Et dans le meilleur des cas, l'assurance du notaire va me rembourser l'appartement. Donc, c'est cool quand même. Là, ça vaut le coup de faire la procédure, tu vois. Voilà. Vas-y, tu avais une question. Si on vous fait acheter un appartement et qu'ensuite vous n'avez pas assez d'argent que le locataire il a mis… Oui, qui est pourri quoi l'appartement. Est-ce que vous devez prendre sur le compte du locataire? Et non, j'ai que le dépôt de garantie. Tu vois, par exemple, pour le comment on appelle, pour un logement de 100 000 €, de valeur de 100 000 €, qui te donne un loyer par an, hein, ça c'est par an, à 6 000 €, le loyer est toujours à 500 €. Eh bien 500 €, c'est mon dépôt de garantie. Ça veut dire que si mon locataire, il me met 15 000 € de dégâts, donc ça c'est le montant de mes travaux, d'accord? Mais moi j'ai 500 €.
vois, il y a un écart quand même. Il va falloir aller les chercher, les 15 000 euros. Vous avez compris ça? Le dépôt de garantie, c'est ce que vous êtes obligé de donner à la personne qui est votre propriétaire quand vous arrivez. Donc votre loyer coûte 500 euros, mais vous lui donnez 1000, enfin vous lui donnez 500 qui est posé à quelque part, C'est et ça, exactement. 500 qui paye le premier loyer. À jour 1, quand tu rentres dans un logement, ce que tu vas avoir à payer, c'est 500 euros, ça c'est le loyer. 500 euros, ça c'est le dépôt de garantie. Et après encore 500 euros, si jamais, je le mets entre parenthèses, il y a les frais d'agence immobilière. Donc ça veut dire que pour le premier jour dans ton logement, tu vas donner 1500 euros, dont, et c'est très important, 500 euros qui sont sur un compte quelque part, que moi je garde en fait, que je ne suis pas censé utiliser. Et c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure, que dans mon métier, il y a des gens qui les utilisent. Bon voilà, je ne les juge pas encore une fois, mais c'est ce qui arrive malheureusement, je suis obligé d'en parler. Est-ce que le dépôt de garantie, si le locataire a fait de régal, il vous le rembourse? Oui, au bout de 2 mois. Enfin non, pas au bout de 2 mois. J'ai 2 mois pour le lui renvoyer. C'est la loi en fait. Après la rupture. Après, alors en fait, pour rompre un bail, en fait, un bail par exemple, tu as des baux de 3 ans ou des baux de 6 ans, pardon. 6 ans, c'est quand tu as des sociétés. Moi, j'ai des baux de 6 ans. Mais bon, bref, il ne faut pas faire 3 ans. La date anniversaire, on va dire que c'est demain. Tu dois envoyer un recommandé dans ton bail. Tu as un délai légal durant lequel tu dois envoyer le recommandé pour dire à telle date, je m'en vais. Donc, généralement, c'est un mois, entre 1 et 3 mois. On va dire 1 mois, d'accord? Donc, tu envoies ton recommandé et c'est là que c'est un petit peu vicieux. Ce n'est pas la date d'envoi du recommandé qui fait foi. Ton recommandé, il arrive à la poste et il reste 15 jours à la poste. Et c'est le jour du retrait dans les 15 jours qui fait foi du mois qui va courir. Donc, je vais te donner un exemple tout de suite et tu vas comprendre. Donc, regarde. On est là. On est aujourd'hui le 13 juin. Vous êtes d'accord? On va imaginer que dans votre esprit, vous aimeriez partir le 13 juillet du logement. Vous m'envoyez… Donc déjà, vous êtes hors délai parce que vous aviez 1 mois. Il fallait envoyer le recommandé le 1er juin à peu près pour être dans les délais. Donc le recommandé, on va dire qu'il part le 29 mai. Il arrive à la poste au bout de 3 jours. Il arrive le jeudi 1er juin. Je vais l'écrire. Le 1er juin, il est dans le bureau de poste. Ok? On a dit que tu aimerais partir le 13 juin, on est d'accord? Si je retire ton recommandé, par exemple, le 14 juin, ben, tu partiras le 14 juin. Si je retire ton recommandé le 12 juin, ben, tu partiras le 12 juin. Donc, ce n'est même pas la date d'envoi qui fait foi sur le mois à courir, c'est la date de retrait. 12 juillet, je me suis trompé d'un mois, excusez-moi. Donc, si tu veux, donc, tu envoies ton recommandé. Une fois que tu es parti, donc tu pars le 13 juillet comme c'était prévu, ben, moi j'ai entre 1 et 2 mois, pareil, ça va dépendre de plein de choses, pour te renvoyer le dépôt de garantie à ton adresse. Sachant que sur le dépôt de garantie, très souvent, quand tu pars, en fait, on va te réserver de l'argent. Parce que par exemple, tu vas partir le 13 juin, on va faire ce qu'on appelle un prorata. Tu sais ce que c'est? Le prorata, c'est que, regarde par exemple, on va prendre le cas de l'électricité. Bon, non, je vais l'écrire là, je ne vais pas vous abîmer de plus de feuilles. Bon, ça va alors. Donc, on va imaginer, donc là, on est à l'école, tu consommes de l'électricité, tu es d'accord avec moi? Et tu consommes de l'eau aussi. Généralement, l'électricité, c'est le locataire qui la paye et l'eau, c'est nous qui la gérons. Donc, l'eau, par exemple, on va dire que sur 1 mois, tu as 30 € d'eau. Mais comme c'est moi qui la gère, je recevrai ta facture qu'une fois tous les 6 mois. Donc, par exemple, c'est facile, ça fait 1 € par jour. Si tu pars le 13, eh ben, tu me dois 13 €. Donc, quand tu vas recevoir ton dépôt de garantie, si ton dépôt de garantie il est de 500 €, tu vas avoir l'eau en moins, donc 13 €, bon j'ai mis un chiffre, c'est l'eau, d'accord? Tu vas avoir la TOM, vous ne savez pas ce que c'est la TOM j'imagine? C'est la taxe d'ordure ménagère. Parce que vous payez, en fait, tes parents, même moi, on paye tous un impôt sur notre taxe foncière pour, en fait, que les poubelleurs viennent vous enlever les ordures. Au revoir, pas de souci. Donc de ta comment on appelle, ton dépôt de garantie, on va te déduire la taxe d'ordure ménagère et on va te faire comme ça toutes les déductions sur les 500 € jusqu'à arriver au montant. Alors moi, j'en sais rien, hein, peut-être que tu vas toucher 423 € qui sera le solde de tes comptes en fait. Dans ce cas-là, vous rendez plus que 47 €, enfin 37 €.
Non, moi je rends les 423 et je garde la différence si tu veux. Et en fait, je donne avec ça un justificatif de tous les éléments parce que je n'ai pas le droit de te rendre un dépôt de garantie sans que ce soit justifié en fait. Donc je dois t'expliquer chaque ligne. Par exemple, ici tu peux avoir le syndic. Tu vois, ici tu peux avoir le syndic et le syndic c'est ce qui me permet de te rendre à 2 mois parce que le syndic facture tous les trimestres en général. Donc selon au moment où tu pars, si je n'ai pas encore eu la facture du syndic, je n'ai pas pu encore calculer ton prorata et du coup ça rallonge le délai pour que je puisse t'envoyer le dépôt de garantie. Parce que la loi prévoit que je puisse quand même te compter ce qui est dû, quoi. Bon, vous l'avez compris, c'est un métier où il y a beaucoup de manipulation financière, quoi. Hein, voilà, faut être à l'aise avec les comptes. Oui, plutôt, c'est préférable. Pensez vite les maths. Est-ce qu'il y a d'autres questions, les enfants? Moi, c'est pas votre métier, mais quand même être bon en maths. Si vous savez faire les zéros, Marie. Je pense que oui. Après, très sincèrement, ce n'est pas des grands mathématiques. Il faut bien t'y connaître en probabilité pour bien acheter. Il faut bien faire les opérations de base et bien comprendre le système des tantièmes. Je vais vous expliquer rapidement ce que c'est, parce que ces débats, c'est peut-être un petit peu intéressant. Quand tu as une copropriété, elle est souvent divisée à ce qu'on appelle des 10 millièmes. Donc, c'est une règle mathématique. En gros, les tantièmes, ça veut dire que toutes les opérations qu'on va faire vont être d'abord divisées par 10 000, puis ensuite remultipliées par les fameux tantièmes. Donc, par exemple, tu as un appartement, on va prendre ton cas, tu as un appartement qui fait, on va dire, 584 tantièmes. Tiens, mais voilà, ça va me faire comme ce que je fais tout le temps, puisque souvent on m'appelle pour que je les fasse, ces trucs-là. Donc, j'ai des charges de copropriété pour ton immeuble qui s'élèvent à 6 000 €, tu vois. Ben, l'opération, elle se fait avec ça, en fait. Voilà. Donc, tu prends tes 6 000 €. Moi, tu pourrais le faire de tête, je pense, mais bon, voilà. Tu divises par 10 000, d'accord? Ça nous fait 0,60 que tu remultiplies par 584. Et voilà, c'est ça. Et à partir de là, tu fais ton calcul de charge sur l'année pour la personne. Donc, c'est des maths. Il y a des fois, il faut un peu se prendre la tête parce que là, je t'ai fait vraiment la version simple. Parfois, c'est beaucoup plus compliqué parce que tu as des tantièmes qui vont s'ajouter, tu as des tantièmes qui sont soumis à certaines règles. L'ascenseur, par exemple. L'ascenseur, quand vous prenez un ascenseur, celui qui est au rez-de-chaussée ne paye pas l'ascenseur. Et celui qui est au dernier étage, c'est celui qui paye le plus l'ascenseur. Donc là, ta règle, elle est un peu tirée par les cheveux, mais bon, après, quand tu sais faire, ça roule, quoi. Donc, il faut quand même un petit peu, effectivement, être à l'aise avec ce genre de choses. Mais c'est pas, voilà. Voilà, c'est pas des fonctions, c'est pas une vectorielle, on n'est pas sur un truc. Pensez rapidement. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais.